Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Daniel Salinck, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler artisanat et grandes entreprises. On est aujourd'hui à Marseille. On remercie Manon de la CPME 13 pour cette mise en relation d'ailleurs. Donc pour commencer, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Mais écoute, bonjour, moi je m'appelle Daniel Salinck. Je suis pâtissier avant tout, c'est mon métier. Je suis président de la Chambre des métiers des Bouches-du-Rhône. J'ai d'autres casquettes, je suis administrateur du GIMS. Le GIMS, c'est la médecine du travail. Je suis administrateur national du FASCEA, qui est le fonds de formation pour les artisans. Plus plein d'autres casquettes dues à ma fonction et à mon poste. Et je suis vice-président de la CPME 13, section artisanat. Donc il faut avoir le temps de pâtisser. Il faut pâtisser, c'est-à-dire que c'est des grandes journées qui commencent très tôt et qui finissent souvent très tard. Bon. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une petite présentation de ce que c'est que la Chambre des métiers de l'artisanat? Parce que, évidemment, tout le monde sait ce que c'est autour de toi, tu en parles tout le temps, tu es dedans, mais je ne suis pas le grand public qui peut se demander à quoi ça sert. Alors, outre les publicités qu'on a à la télévision de temps en temps, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors la Chambre des métiers de l'artisanat, en fait, pas grand monde connaissait. C'est une chambre consulaire qui est très jeune, 1925. La CCI de Marseille, elle a 300 ans déjà. C'était la première CCI de France. Ouais. La Chambre des métiers de l'artisanat des Bouches-du-Rhône, 1925, ça a été créé par des artisans, pour des artisans, au service des artisans. Voilà. C'est ça le fil conducteur, c'est vraiment des artisans qui sont en positionnement dans une entreprise et qui vont servir les autres. Après, son champ d'action est énorme. Alors notre patron à nous, c'est le préfet. On est directement une chambre administrative, on est directement lié au préfet. Et après, son champ d'action, ça va de l'apprentissage de 16 ans au changement de métier pour des gens de 30 ans qui veulent basculer dans l'entreprise, jusqu'à la fin de l'entreprise. Et avec des missions qui se sont réorientées cette année sur mon mandature, c'est-à-dire qu'en plus, aujourd'hui, on a mis un accent sur la santé du dirigeant, qui est un vrai sujet. Et on a beaucoup de ressortissants qui des fois choisissent entre un soin et finir un chantier, et finissent ce chantier, quoi. Ouais. Voilà. Donc la chambre d'artisanat, elle forme nos apprentis, elle forme les ouvriers, elle forme les brevets de maîtrise, elle fait passer les brevets de maîtrise, elle a des CFA, qui sont des CFA d'excellence, et elle amène le patron jusque là où il veut. De la maîtrise d'Internet, d'Insta, de tout ce qui est outils informatiques. On y a fait rentrer un petit domaine d'IA là, depuis un an, parce que c'était un programme de campagne et l'IA doit rentrer dans nos métiers. Alors, en différentes matières, ce n'est pas l'IA qui s'intéresse plus aux clients, mais comment faire pour arriver à recruter demain des salariés qui sont en train de plus être intéressés par ces métiers artisanaux. Ouais. Et en les déchargeant d'une tâche qu'on peut éviter. Donc ça passe pour de la pâtisserie. Moi j'ai acheté une Chef Cup qui coûte un peu plus de 110 000 €. C'est quoi ça? Mais ça coupe les gâteaux automatiquement. En fait, on monte les gâteaux sur des plaques de 60-40. D'accord. Et la machine te les coupe de la forme que tu veux. Mais là où nous on mettait 20 minutes pour couper une plaque de 60-40, la machine a mis 3 minutes 43. D'accord. Oui. Avec Kevin Polizzi qui est de The Camp à Aix, The Camp qui a été racheté par Kevin. Kevin, personne très intéressante dans l'IA. Par contre, on travaille sur les véhicules à hydrogène, mais on travaille aussi sur des robots. Sur des robots, pas pour remplacer le serveur, mais juste pour dire à un moment donné, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un serveur qui va porter 20-30 assiettes hyper lourdes, qui va les amener jusqu'à la plonge, ou est-ce qu'un robot... Et qui va nous faire un arrêt maladie en plus. C'est fort possible. Enfin, en tout cas, déjà, il faut avoir des salariés à recruter, ce qui n'est déjà pas évident. Mais enfin, déjà, on met le robot, on met tous les plats et le robot va directement à la plonge et les amener. Et là, on est dans une situation où l'IA sert l'être humain pour avoir un meilleur contact avec son client. Si j'étais l'avocat du diable, je dirais que ça vient peut-être aussi piquer du boulot, mais... C'est du boulot que les gens ne veulent plus faire. C'est ça aussi. Alors il faut être assez clair là-dessus. Tout le monde parle de salaire. Il n'y a pas un salarié aujourd'hui qui te parle de salaire. Oui, parce que la génération d'avant, elle pouvait finir à 40 ans avec le dos cassé, mais je ne sais pas si la nouvelle, elle a envie, quoi. Ben, ça dépend de ce que la nouvelle veut investir aussi. Ouais. Parce que nous, on est des métiers où on est tous partis de rien généralement. Et on a nourri nos familles, on a acheté notre maison, on a construit une petite vie, pas quelque chose de grandiose, mais en tout cas, on a construit une vie. Les artisans d'avant, c'était plutôt ça, c'est ça? On a construit un avoir, ouais. Mais on n'a pas été à l'école non plus, hein. Attention.
C'est-à-dire que là où quelqu'un va investir des études jusqu'à 25, 26 ans sans avoir d'assurance, d'avoir un gros salaire ou d'avoir un poste intéressant, nous on a quitté l'école à 16 ans et on a investi avec la richesse des mêmes. Ouais. Mais pour ça, il faut être des besogneux. Les artisans, c'est des besogneux normalement. C'est des gens qui ont une tête, parce qu'il faut quand même réfléchir et travailler intelligemment, mais à côté de ça, c'est des besogneux, c'est des travailleurs. 6 jours sur 7, 7 jours sur 7. Donc c'est plus les mêmes artisans qui vont venir, si je comprends bien. Non. Le prochain artisan, il faut qu'il sache un peu utiliser sa machine à 200 000 € pour lui faciliter la vie. Il s'intéressera peut-être plus à être créatif à certains moments plutôt que de travailler jusqu'à 2 h du matin. Oui, mais... Je me dis qu'entre générations, c'est plus les mêmes, quoi. Oui, c'est sûr, mais ce qu'il faut bien faire attention quand même dans tout ça, c'est que nous, on est des entrepreneurs et des patrons de TPE-PME. Donc on est quand même obligé à un moment donné de prendre des décisions, sinon on meurt. Ouais. C'est-à-dire qu'on nous force à prendre des décisions. Ce n'est pas des décisions qu'on veut prendre. Comme quoi? Comme par exemple, prenez les péages d'autoroute. Ouais. Il y a 20 ans en arrière, il y avait une personne dans chaque cabine. Hum. Aujourd'hui, ils sont passés où ces gens? Je sais pas, maintenant c'est privatisé, donc... Aujourd'hui, on paye dans un panier. Nos avec anciens une carte autoroutes, bleue. en Hein? plus. Donc, si vous voulez, où sont passés ces salariés-là? Ils n'y sont plus. Ouais. Donc, c'est des salariés peut-être qui ne voulaient plus le faire, ou qui n'avaient pas envie, ou peut-être trop de problèmes humains. Regardez vos hôtesses de caisse dans les hypermarchés. Plus personne ne veut faire hôtesse de caisse, et bien on y met des machines à la place. Est-ce que ça ne vole pas du travail? J'en sais rien, mais est-ce que le travail, les gens veulent bien le faire? Je ne sais pas non plus. Oui, Enfin, on a déjà la réponse, mais voilà. Donc nous, dans nos métiers, on est obligé de prendre des décisions. Dans tous les métiers aujourd'hui, on est obligé de prendre des décisions pour essayer de rentrer dans ce mot assez joli qui a été inventé, le RSE, dont tout le monde parle. Ouais. Hein, on a appris hier que la responsabilité sociétale des entreprises, elle existait. Enfin, ça fait quand même des siècles qu'elle existe, parce que les centres-villes vont bien quand il y a des entreprises. Ils vont mal quand il n'y en a pas. Ouais. On embauche des tas de personnes. Nos enfants vont à l'école du quartier de là où on travaille. Enfin, je veux dire, tout ce système-là, on le connaît bien. Moi, je ne connais pas de patron qui dit tiens, je vais laisser la lumière allumée toute la nuit et toute la journée parce que j'ai envie de payer plus cher en facture. Bon, donc, mais on n'a pas parlé de la responsabilité sociétale des employés. Ouais. C'est une bonne question quand même à se poser à un moment donné. Pour que tout le monde aille bien ensemble. On parle de la santé de nos salariés, et c'est normal. Il faut que nos salariés soient en bonne santé et qu'ils soient suivis pour éviter de les soigner plus tard. Mais on parle à peine de la santé du dirigeant. Mais alors moi, ça me fait rebondir sur quelque chose. C'est un peu à côté, mais quoique. La RSE, c'est une histoire de chef d'entreprise, c'est une histoire d'employé. C'est aussi une histoire de choix politique. Parce qu'on a quand même des villes entières, et notamment, on va dire, en province, même si le terme n'est jamais très joli. Moi, j'ai des exemples, par exemple, en Normandie, que je connais un peu. Il y a des villages entiers qui ont été complètement désertés par l'arrivée des supermarchés, qui ont coulé des milliers d'entreprises familiales, épiceries, boulangeries, toutes ces histoires, pour qu'on aille tous au supermarché pour acheter du poisson qui vient d'Afrique du Sud alors qu'on pouvait en pêcher au bout de la rue. Et maintenant, la RSE, c'est intéressant parce que ces petites entreprises réouvrent. On se rend compte qu'en fait, les gens meurent en fait, quand il n'y a plus de pain au bout de la rue, quand on ne se parle plus, quand il n'y a plus que des caisses automatiques. Donc ça me fait penser à ça aussi, quoi. C'est assez rigolo parce que, si vous voulez, si je prends mon métier spécifiquement, si vous n'avez pas des tartes aux fraises et des tartes aux framboises toute l'année, vous vous faites insulter. Bah oui. C'est les mêmes clients qui vont vous expliquer qu'il faut faire attention à la planète. C'est pas méchant ce que je dis, mais c'est un constat. À un moment donné... Et puis on ne va plus au centre commercial si à un moment donné il n'a plus l'ananas ou la mangue, alors que c'est même pas la saison et qu'on n'en avait pas besoin avant. Mais... Et puis on les prend par avion parce que sont un peu plus mûrs, c'est un peu plus sympa. C'est ça. Mais c'est vrai. Hein. Non mais on est dans un monde assez bizarre où en fait on est à la croisée des chemins. Et on n'arrive pas encore à trouver. Mais c'est pas votre boulot de faire des pancartes et de montrer que c'est pas la saison des fraises? D'accompagner les clients. Notre boulot, c'est ça. Mais, ou alors de leur dire on vous facture 4 fois plus la tarte aux fraises parce qu'en fait elles viennent de l'autre bout du monde et c'est un impact carbone. Par contre, on peut vous faire un truc avec des myrtilles, avec des framboises, si vous voulez, quoi. Ouais. Mais tu sais ce qu'a à gérer un patron de TPE, PME aujourd'hui, qu'il soit artisanal ou pas, je l'envie à personne en fait. Ouais. Franchement. Ça représente quoi alors? Allez, on va décourager les futures générations. C'est terrible. C'est terrible. Vous savez que tu sais que le salaire médian est de 1 700 € net par mois. Ouais. Pour quelqu'un qui va faire entre 10 et 12 heures par jour, qui va gérer ses contacts avec les URSSAF, qui va gérer le Covid, qui va gérer des manifestations dans le centre-ville, qui va gérer des grèves, qui va gérer des bus, qui va gérer plein de choses. On dit nos salariés ne veulent pas venir à nous. Mais on a des loyers de plus en plus chers. Ils ne peuvent pas vivre sur place. On a des transports
qui ne sont pas au niveau de ce qu'on souhaiterait avoir pour qu'ils puissent venir travailler. Si vous voulez, on est dans un changement, mais on a mis les paroles avant la musique. Ouais. La musique, c'est... Alors on dit qu'il y a plein de travaux dans les villes, c'est vrai, mais si ça améliore de même. Les voies douces, les circulations de bus, les métros à Marseille, on n'est pas trop bon. Ça se fait pas en 3 mois, quoi. Mais ça se fait pas en 3 mois, c'est des plans à 10-20 ans. Ouais. Et on nous demande, nous déjà en TPE, PME, d'être avant eux. On a mis en place les ZFE. Bon, qui n'existent pas, on est bien d'accord, on va pas re-souhaiter, ça, voilà. Mais si on les met vraiment en place, normalement, on devrait avoir des parkings de délestage un peu partout. Les camions ne devraient pas rentrer dans les centres-villes, c'est des véhicules propres. Si on suit vraiment les choses, si vous voulez, on est dans une société d'incantation. Et on pense que plus on incante, et plus le monde se soigne. Et ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire que des politiques déconnectées prendraient des responsabilités? Moi, je sais pas. Hein, non, je pense que si tu veux, je pense qu'il y a des gens très intelligents, mais qui ont oublié ce que c'était le bitume, quoi. Et qu'à un moment donné, pour avoir une vision à 360, ce qu'on n'a pas, puisqu'on ne fait que réagir depuis des années sur des urgences. Donc, au lieu de les laisser tomber, de passer aux priorités, non, on vit que sur des urgences. Et ce qui me fait penser au tout électrique pour les voitures, quoi. Oui. Où on tape du poing sur la table et on dit dans 10 ans, 20 ans. Oui, parce que c'est pas possible, en fait. Les gens disent, parce que comme le lithium pousse sur les arbres, ouais. C'est assez facile, il suffit de planter une forêt de lithium. Bah, mais ça n'existe pas, ça, si. Donc, bon, ça, c'est... Mais c'est très gênant, ça, quand même. Oui. Parce que quand le lendemain, dans les journaux, tout le monde se met à crier d'en bas de la pyramide en disant on ne peut pas suivre, ça montre quand même qu'on a des heures de conversation qui ont été quand même chantées, quoi. Oui, il y a des choses, si vous voulez, qui ne sont pas finies. Donc ça peut partir d'une bonne idée, à la base, un peu techno. C'est artisanal, en fait. Politique ou techno. Je vais taquiner, c'est artisanal, tout ça. Oui, c'est ça. Alors, les plus belles recettes dans l'artisanat, par exemple en pâtisserie, se sont faites sur des recettes poupées. La tarte tatin. Voilà. Mais là, ça ne marche pas, apparemment. Hein. Ouais. On fait des recettes, mais on ne va pas au bout du truc. Bah, il y a des gens, en fait, derrière, quoi. Ouais. Mais l'artisanat, c'était ma question, finalement, pour commencer. Quelle est la plus grande entreprise de France, hein. J'entends toujours ça. Tout le monde a cette phrase en tête. On nous l'a bien rentré dans la tête. Au moment des élections. Au moment des élections. Moi, la question, elle est honnête. Hein. L'artisanat, elle vend en poupe, il rame, il recrute, il séduit. Si j'entends depuis tout à l'heure, il n'y a que du négatif. Non, parce que si vous voulez, on a un mot très magique qui est sorti ces derniers mois, c'est résilience. On n'a jamais autant entendu parler de résilience et de bienveillance. Alors les gens croient que c'est 5 minutes par jour, ça. Non, on est résilient dans les arbres avec le lithium. On n'est pas résilient le matin parce qu'on s'est levé et qu'on a envie d'être résilient 5 minutes. Résilient, on est dans le dur, on y est, on continue, on ne se pose pas de questions, on est en rouleau compresseur bienveillant, on se lève le matin jusqu'au soir, même on n'est que des êtres humains. Hein. Il y a des moments où on peut aussi un peu, voilà, on est imparfait, mais c'est quand même une façon de fonctionner journalière. Et résilience, c'est ce qui reste, c'est une partie de ce qui reste de ceux qui ne sont pas morts. C'est ça. Donc c'est pour remettre l'ambiance un peu. Mais nous, on n'est pas très intéressants, si vous voulez. Nous, les artisans, les TPE, PME, on meurt en silence. Bah, sauf quand vous vendez à l'étranger, par exemple, et que vous faites des success stories à la télé, et qu'on voit qu'un type vend du chocolat et qui roule en Porsche parce qu'il inonde le marché japonais, ou que vous vendez des sculptures à l'autre bout du monde en bois et que d'un seul coup ça intéresse les gens, ou Pierre Hermé va traverser l'Asie, etc. C'est génial, ça. Mais après, c'est des exemples qui ne sont pas légion non plus, quoi. Ouais, mais puis, parce que quand tout reste dans le pays même, c'est plus compliqué déjà. Oui, et puis rouler en Porsche et tu la poses devant ta boulangerie-pâtisserie, devant ta poissonnerie, je pense que tu auras beaucoup moins de clients aussi, parce que c'est quand même très français de dire c'est moi qui ai payé sa Porsche quand même. Hein. Ouais. Alors, on ne regarde pas les 15 heures fait par jour le mec, on ne regarde pas qu'il ne va pas aux anniversaires de ses petits, qu'il ne va pas au foot non plus, il négocie un pan de sa vie entière pour construire quelque chose pour les siens. Ouais. Ça, on ne négocie pas, parce qu'après, on est tous impliqués. Moi, par exemple, je fais 2 maraudes par semaine. Je le dis à personne, je fais mon truc. Ouais. Donc on est impliqué dans la vie sociétale de notre ville. Dans la vie de la cité, on y est vraiment. Voilà. Par contre, quand on commence à avoir un peu trop d'idées et un peu trop de réseaux pour les mettre en place, là, on peut embêter des gens qui sont bien placés, qui eux, c'est leur métier déjà. Donc si vous voulez, on peut de temps en temps avoir des secousses parce qu'à un moment donné, non, on n'est plus à sa place. Parce qu'on doit participer à la vie sociétale de notre cité, de notre nation. On doit cotiser, on doit payer, on doit faire tout ce qu'il y a à faire, on doit être plein de responsabilités. Mais à côté de ça, on ne peut pas se mêler du jeu un peu politique
qui leur dit à un moment donné, non mais vous êtes gentil, mais ça va pas, il faut juste changer ça, voilà. Bah, j'allais demander, les maires, les députés, les sénateurs, les élus, ils viennent toquer un peu aux portes, histoire de discuter un peu du terrain? Ou c'est vous qui allez perpétuellement les embrouiller? Alors, les maires en beaucoup plus. manifestant? Les maires beaucoup plus parce qu'ils ont quand même besoin, hein, les maires, voilà. Ils sont des fois un peu seuls quand même, hein. Et si on prend des maires de villes de 10-15 000 habitants, Ouais. c'est des artisans de la mairie par contre, hein, parce qu'eux ils travaillent Ouais. 7 jours sur 7, du matin au soir, tout le monde en parle, mais voilà, personne ne ferait ce qu'ils font. Donc oui, eux on les aide, c'est notre boulot champ consulaire, parce que si on les aide eux et qu'on aide les institutions, eh bien, ça aide les artisans. Et ça aide les cœurs de ville. Ça c'est notre job, c'est le job positif. Nous on doit jouer comme ça. Si vous voulez, nous on fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que de toute manière, nous, on est résilients. On n'a pas le choix. Donc on fonctionne. Mais ça n'empêche pas de pouvoir dire quelle est la vision. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce pays? Qu'est-ce qu'on veut faire de ces 250 métiers artisanaux? Qu'est-ce qu'on veut faire de ces 281 métiers d'art? Est-ce qu'on va perdre un pan de notre artisanat et de nos métiers d'art au sacrifier parce qu'on a sacrifié l'industrie? Parce que je sache, en France, on n'est pas un pays industriel. Hein. Ou alors je me trompe, mais... Et puis ça revient à la mode de vouloir industrialiser. Oui, c'est ça, mais il faut 20 ans. Hein, il va falloir 20 ans et quelques réformes importantes, structurelles. Mais les artisans, ils sont là. Hein. Eux, ils sont là. Nous, on a les Bouches-du-Rhône, on est 72 000. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur justement dans ce que tu dis qui est pertinent? C'est que tu dis, nous, on fonctionne. Alors, en fait, si vous fonctionnez, c'est que ça va. On n'a pas le choix. Non, mais la phrase est immonde, c'est pas la mienne. Mais c'est comme ça qu'on peut raisonner. Ben oui, bien sûr, ça va. Si je vous retire 50 balles tous les mois, ça va. Dans un an, je vous retire 50 balles de plus et vous arriverez à survivre. Donc finalement, tant qu'on peut survivre, c'est que ça va. Ben, si on n'arrive pas à survivre, si vous voulez, l'avantage de nous, c'est que si on meurt demain, personne n'en parlera. Les chiffres d'ailleurs, ils en sont. On sera racheté au tribunal, à la barre du tribunal de commerce par 2 francs 6 sous, par quelqu'un qui a des ambitions, qui est aussi artisanal, hein, on va dire. Mais voilà, on ne va pas s'occuper, on va dire le ça mec. Ça fera pas grand bruit. Ouais, non, on va dire au pire, quelques clients vont dire il n'était pas bon, elle n'était pas ceci, lui il n'était pas cela. Voilà, mais ça arrange bien tout le monde, et puis la personne, on la renvoie. Sauf que derrière, c'est une casse humaine phénoménale quand même. Hein. Mais ça en est où un peu? Est-ce qu'on a un peu des chiffres, une tendance de comment ça évolue? Je veux dire, aujourd'hui, on a toujours autant envie d'entreprendre, ou plutôt on hérite d'une entreprise plus qu'avant? On entreprend différemment. C'est-à-dire que là où on fait un effet un petit peu placebo, c'est qu'on dit attention, il y a 8-10% de création d'entreprise par rapport à N-1. On est au même niveau que 2019. Ça, c'est une vraie réalité, on ne peut pas le mentir. Sauf que tout le monde oublie de dire attention, c'est de la micro-entreprise. Ah oui. Donc ça veut pas dire la même chose. Ce qui ne veut pas dire que c'est des sous-entrepreneurs. Hein. Moi je ne dis pas ça, au contraire, ils méritent leur truc. Mais on peut être micro-entrepreneur pendant 40 ans. Oui, et puis on n'embauche pas, il y a la question de l'embauche et la question de la retraite. Pas de transmission. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne transmet pas son savoir, on est seul. Et après, on ne leur a pas dit, ou ils le savent peut-être, mais pour la plupart, je pense qu'ils ne le savent pas, c'est qu'ils ont 0 retraite. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'à 60 ans, dans 20, 30, 40 ans... C'est comme les taxis Uber, quoi. Ouais, c'est bien sympa pendant quelques années, mais ça ne peut pas être un... Donc c'est ça l'effet, c'est que ça veut dire aussi, l'effet pervers, ça veut dire aussi que les gens, c'est trop difficile d'ouvrir une société aujourd'hui, donc on ouvre une micro-entreprise. Ça ne veut pas dire que ça sera plus facile, mais le salaire médian d'un micro-entrepreneur, tu sais de combien il est sur l'année dernière? Non. 6 000 € à l'année. Ouais. 6 000 € à l'année. Bah, pour moi, c'est censé être un complément de revenu, quoi. Oui, mais la loi a été dévoyée. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Et c'est pas forcément un complément. Et parce qu'on finit rien. C'est-à-dire qu'on devrait dire à un moment donné, on fait une micro-entreprise. Parce que primer, c'est la pendant facilité. 24 mois, 36 mois. Ouais. Vous êtes suivi par une chambre consulaire, qu'elle soit CC ou chambre des métiers, on s'en fout, hein, d'accord? Et au bout d'un moment, on fait un plan, on fait un business plan, et puis à 3 ans, vous devez être en SARL, en SA, en EURL, en EURI, ce que vous voulez. Voilà. Et on fait des business plans vraiment. Et à ce moment-là, ça joue. Mais comme on ne le fait pas, automatiquement, eh bien, les gens peuvent rester micro-entrepreneurs. Et moi, j'ai rien contre ces gens-là. Sauf que je me mets à la place, si vous voulez, du coiffeur qui a un salon de coiffure. En parlant de salon de coiffure, c'est ceux qui ont le plus de redressement et de dépôt de bilan cette année. Hein. Qui est dans le coin de la rue et la personne qui coiffe à domicile et qui va se déplacer. On n'a pas les mêmes charges. Ouais. On n'a pas la même façon de fonctionner. Ouais. C'est ça qui n'est pas juste. C'est pas possible, on ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut de la justice. C'est-à-dire que tout le monde est nécessaire, mais il faut des règles pour tout le monde. Vous comprenez? Quand un artisan va gagner 1500 balles, 1300 € par mois, il y en a qui ne se payent pas depuis 2-3 mois, lui, il n'aura pas droit de prime. Hein. On n'aura pas une prime pour dire vous n'avez pas été trop... Allez, on va vous donner un peu des sous. Et on n'en veut pas, c'est pas ce qu'on demande. Mais si à un moment donné, on a fait le quoi qu'il en coûte, qui a coûté très cher, pour mieux nous tuer après,
Il fallait nous laisser mourir à ce moment-là. Oui, parce qu'en ce moment, j'entends beaucoup d'entreprises qui me disent ça y est, on est en train de payer et ça commence à être difficile là. Difficile, les trésoreries sont très basses, Ouais. de plus en plus basses Les d'ailleurs. impayés, voilà. L'inflation, pour les 7-8 points d'inflation, ça fait moins 20% de chiffre d'affaires en Ouais. alimentaire. C'est la règle, c'est comme ça, c'est mathématique, c'est pas moi qui l'ai inventé, je ne suis pas assez intelligent pour ça. L'énergie, elle ne baissera plus. Quand vous passez de 2 000 € par mois, comme moi, à 6 000 € par Ouais. mois, et que vous n'avez pas la capacité financière d'augmenter vos prix. Hein. Parce que tout le monde va vous dire, bah, tiens, une baguette à 1,10, c'est trop cher. Alors à Paris, elle est à 1,50. Hein. Non, mais c'est vrai. Mais c'est le prix. Aujourd'hui, si vous voulez vendre du pain, Ouais. à 1,15, vous êtes à votre prix à zéro. Vous n'avez pas gagné d'argent. Ouais. Il faudrait la vendre entre 1,40 et 1,50. Donc ça devient un produit d'appel pour faire rentrer les gens dans la boutique, quoi. Oui, mais ça veut dire que ces gens, quand vous les mettez à 1,40, 1,50 votre baguette, Enfin, quel est ils le juste achèteront prix, pas forcément plus. vous faites presque insulter. Ouais. Sauf qu'il n'y a personne qui veut se lever à 2h du matin. Ouais. Sauf qu'il n'y a personne qui veut faire 10 heures par jour. Sauf qu'il n'y a personne qui veut travailler le samedi et le dimanche. Sauf qu'il n'y a personne qui veut travailler à Noël, à Pâques et les jours On fériés. va tous finir avec des machines alors, si je suis le raisonnement. Non, je ne pense pas. Je pense qu'on est vraiment... Non, c'est la croisée des chemins. Mais ce qui nous manque, c'est la vision politique, en fait. Mais tout le monde le dit en permanence. Il nous manque, ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu une vision à 20 ans. Ben, personne n'a de vision de Hein, toute parce façon. que quelqu'un, mais que ça soit, je veux dire, on attend quoi d'un élu de terrain, un maire, un député, c'est encore autre chose. Un député, c'est l'Assemblée Mais nationale, ça n'a rien à voir. Mais les députés sont assez accessibles quand même. Hein. On peut discuter avec eux, on peut négocier, on peut discuter. Et ils montent ce qu'on dit au niveau de l'Assemblée. Quand il n'y a pas un 49-3, bien sûr, On en est au troisième. Là. mais bon, C'est à un vrai, moment donné, ça discute. Mais si vous voulez, je prends la Chambre des métiers France. Nos ressortissants payent 232 millions d'euros par an de taxes. C'est la taxe des artisans, Ouais, pour les artisans. Hein. ouais. L'État nous en reverse 203. Bon, il y en a 30 qui sont passés par là, mais ils nous en reversent 203. Là, on a fait un plan à 60 000 € de moins sur 5 ans. Ça veut dire que dans 5 ans, on n'en touchera plus que, enfin dans 4 ans maintenant, on n'en touchera plus que 248. D'accord. On prend l'apprentissage. On envoie un signal extraordinaire il y a 4 ans. 8 000 € par an, 2 fois 8 000, donc sur 2 ans, un alternant, on y apprend le métier. Mhm. Ça commence à rentrer dans les CFA, vraiment de l'apprentissage, vraiment à volonté. Cette année, qu'est-ce qu'on fait? Bah ouais. 6 000 en une fois, pas plus. On baisse la taxe de l'apprentissage pour les écoles, Mhm. qui aujourd'hui ont 15 CAP où ils ne gagnent pas d'argent. Parce qu'un plateau technique sur un cuisinier, un pâtissier, un boucher, un poissonnier, c'est 12 élèves, c'est pas plus. Hein. On n'ouvre pas un internat, un amphithéâtre avec 200 personnes. Ouais. Voilà. Et donc aujourd'hui, on envoie un message à un autre, en disant, ben, allez. Mais c'est quoi la politique en fait? Parce que nos jeunes, s'ils ne trouvent pas d'entreprise à 16 ans ou à 17 ans, on les laisse au bord de la route à la maison, on leur file le RSA. Est-ce que ça ne coûte pas beaucoup plus cher que de les mettre en entreprise? Parce que pour une entreprise, ça coûte l'apprentissage. Hein. Il faut former le jeune, il faut prendre le temps, il faut le mettre en place. C'est un job. Ouais. Hein, et qu'on fait avec beaucoup plus d'amour que certains profs de certaines écoles. Hein. Donc si vous voulez, Bah, on va tous finir au RSA avec une tarte aux fraises qui sera faite par une machine électronique. et donc on en revient à 2016, Benoît Hamon. Quand tout le monde l'insultait en disant ouais, le revenu minimum, on va donner tant à. Est-ce qu'il était trop en avance? Visionnaire. Est-ce qu'il était trop en avance, le Retour vers pauvre, le parce futur. qu'il en a pris plein la tronche? Mais voilà, on ne peut pas être bouffé à toutes les sauces. Ouais. Il faudrait qu'à un moment donné, enfin, c'est un vœu pieux que je fais, hein, mais quand on est chef d'État, on est capable de dire voilà, là ça va pas, on va faire ça, d'ici 10 ans on verra ça, d'ici 20 ans on verra ça, d'ici 30 ans on verra ça. Tout le monde est capable de tout entendre en fait. Ouais, mais il faudra aussi qu'il y ait une obligation de suivre cette route, parce qu'on sait bien qu'à chaque fois qu'on change de majorité ou de président, on repart dans une autre direction. On peut fermer toutes les centrales et aller rouvrir 3 semaines plus tard, donc ça c'est quand même pas rien, quoi. Oui, ah oui, c'est énorme. C'est énorme, donc c'est pour ça. Donc vous êtes dans une société aujourd'hui, enfin à mon avis, alors moi je reste à ma place, hein, où les gens d'en bas que moi je fréquente tous les jours, hein, pas ceux qui sont dans les cocktails le soir, hein, mais c'est pas méchant dans les cocktails, mais voilà, les gens de tous les jours, eh ben, ils sont déjà perdus. Ouais. Nous, on savait qu'on prenait notre appartement, alors je fais le vieux con, hein, mais excusez-moi de parler mal, mais on prenait notre appartement, on avait notre petite femme, peu importe, on faisait notre business, on travaillait avec nos mains, on savait qu'on allait grandir les choses, voilà, on payait un loyer qui était assez raisonnable. C'est Voilà. ça. On pouvait se permettre d'avoir un seul dans le couple qui travaille. Aujourd'hui, Ça reste qu'est-ce qu'on dit? compliqué d'être une seule personne qui On travaille. dit, toi, travaille pour 1 300 € par mois, par contre, tu sais que tu accéderas jamais à la propriété. Ouais, parce que On le sait loyer que est à 1000 balles. Tu auras déjà, peut-être droit à avoir une voiture, mais c'est pas sûr. Mais par contre,
on va pas te filer les bus et tout ça parce qu'on a un peu de mal à les faire fonctionner aujourd'hui. Tu vois ce que je veux te dire, mais tout le monde est dans une situation un peu compliquée. Il faut qu'on parle aux gens. Il faut qu'on arrive à communiquer avec les gens. Voilà. Et arrêter de laisser tous ces jeunes au bord de la route en disant qu'ils sont plus cons que ce qu'on était nous à leur âge. Moi, j'étais pas très intelligent à 16 ans, je t'avoue. Voilà. Mais j'ai fait mon taf. Voilà. On n'est pas si loin des 20 ans, quoi. Ouais. Et donc, il faut, voilà, moi je parle toujours de vision parce que je trouve que ça m'étonne, tu vois. Dans une famille, on a une vision. Quand on rentre à la maison, on dit on va partir en vacances dans un an, on va faire ça, on va faire ça. On a un cap et on est tous en train de regarder. Et tout le monde, et puis tes enfants, tu dis, ben là, non, je pourrais pas t'acheter ça, mais voilà, on va faire autrement. Voilà, on n'en est pas là, nous. Hein. Nous, on en est, c'est que des injonctions. Ouais. Et on va rajouter des taxes et on sait qu'on est endetté à plus de 3 000 milliards, donc on sait très bien que ce n'est pas le rêve. Voilà. Et que quoi qu'il en coûte aujourd'hui, il faut que ça se stoppe parce qu'on n'y survivra pas. Mais il y a des domaines régaliens, les jeunes, l'apprentissage, ceux qui ont arrêté l'école parce qu'ils n'en avaient plus envie. Voilà. Qu'il faut conserver, il faut les mettre au travail, il faut leur expliquer que c'est important ce qu'ils font. Souvent ce que je dis, c'est que les jeunes, quoi qu'on en pense, c'est eux qui paieront les retraites, puisqu'on ne reperçoit pas la retraite pour laquelle on a payé, mais c'est en direct. Donc s'il n'y a plus de jeunes, il n'y aura plus de retraite. Tout à fait. Donc voilà, qu'on y croit ou pas, la génération d'après ou d'avant, il faut bien qu'à un moment donné... La retraite, c'est un beau sujet, parce qu'un artisan, il faut savoir qu'il touche en moyenne 1 000 € de retraite. Hein, en ayant cotisé toute sa vie. Donc il ne faut pas qu'il ait d'accident entre 50 et 60. Hein. Ouais. On est bien d'accord. Sinon, c'est un peu compliqué. Et il y en a qui vendent leur maison parce qu'ils ne peuvent plus payer la taxe foncière aussi. Hein. Donc, si vous voulez, on n'est pas là pour faire les pleureuses. Nous, on fonctionne. On fonctionnera toujours. Enfin, j'espère. Mais on n'a pas les moyens aujourd'hui de se battre correctement parce qu'on n'a pas de vision. Une des questions qui me revient souvent, et donc ça tombe très bien que tu sois là, je me pose souvent la question du lien entre l'artisanat et les grands groupes. On a toujours l'impression de David contre Goliath. Je me dis, est-ce que ça durera tout le temps? Tu avais été mis en avant dans une polémique par rapport à la question de la baguette à pas cher. Est-ce qu'on est toujours dans cette histoire du gros qui mange le petit? Comment ça se passe aujourd'hui? Comment ça va se passer à l'avenir? Puis les clients, ils veulent quoi? C'est une autre question. Quand je m'étais mis, quand j'avais été sur BFM, pour cette baguette à 27 centimes de... C'est dur, hein, je pense, quand on entend ça, non? Ouais, c'est dur parce que c'était le mois où la Confédération de la boulangerie, avec son président Dominique Anrac, travaillait énormément, si vous voulez, pour que ça rentre au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et on y avait réussi. Et là, à un moment donné, on prend ce produit-là, qui est un vrai travail, je vous certifie, c'est un vrai travail, et on explique aux gens que ça vaut 27 centimes. Au moment où la farine commence à prendre 30%. C'est un coup de hasard ou c'était un peu pour vous provoquer? Je pense que si tu veux, comme j'ai dit, c'est des vieux combats. C'était le combat de son papa, mais ça ne devrait pas être le sien. Le sien, ça doit être de dire où c'est que j'achète mon blé, chez qui je l'achète, voilà. Combien je paye mes boulangers. Nous, on n'a pas de marge différente. Nous, on vend notre baguette, c'est notre baguette. Que 27 centimes, comment on nourrit les gens? C'est la même polémique pour un t-shirt. Un t-shirt à 5 € qui vient de Chine. Mais ça s'appelle la dérive de vente. Il fait de la dérive de vente sur d'autres choses. Et il tue un pan de métier de l'artisanat pour vendre d'autres produits industriels avec des marges à 20 ou 30. Ouais, c'est ce que je disais sur la baguette. On pourrait la vendre à prix écoutant, mais sauf que vous n'êtes pas un supermarché, quoi. Non. On n'est pas un supermarché. On ne peut pas fonctionner comme ça. Et après, nos salariés, nous, c'est les nôtres, on les paye quand même. Alors on essaye de bien les payer, on aimerait les payer beaucoup mieux. Mais les salaires, on n'a pas attendu qu'on nous dise qu'il faut augmenter les salaires pour les augmenter, parce que sinon on n'aurait déjà plus personne, déjà qu'on a du mal à trouver. Et la comparaison n'est pas bonne, le produit n'est pas le même quand même. Pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est des baguettes surchargées en gluten. Parce que si vous allez dans la grande distribution, acheter une tradition française, elle est à 1,50 €. Ouais. Alors que tout le monde aujourd'hui dans les boulangeries-pâtisseries, pratiquement tout le monde fait de la tradition française. Et on la vend à 1,10 €. D'accord. Mais après, on a des chaînes qui sont encore plus monstrueuses que la grande distribution. La grande distribution, elle a tué des artisans dans les années 90. Aujourd'hui, on a des Marie Blachère, on a des Anges, pour ne pas les nommer, on a des Firmin, on a des Paul, voilà. On en pense quoi de ça alors? Moi, je pense que le client a raison, si ça lui plaît. C'est compliqué, hein, tu vois ce que je veux te dire? C'est compliqué, oui, parce que en fait, les goûts des gens changent. 4 baguettes gratuites. Oui, et puis les goûts changent en fait. C'est-à-dire que là où on cherchait une forme de qualité, on pourrait nommer, je sais pas moi,
des grandes enseignes de l'immobilier qui vendent, on va pas les nommer forcément, mais qui vendent du contreplaqué, de l'aggloméré qui n'a aucune valeur, une fortune, mais on y va quand même en fait. Oui, oui. Mais ça touche pareil les métiers de la boucherie. Hein. Quand il y a des grosses promos sur le bœuf, alors que le boucher du coin va acheter une carcasse ou un ART13, qui va se le couper, qui va se le désosser, qui va apprendre à ses alternants comment on fait, qui va le mettre à la vente. C'est la fameuse viande en circuit court française, plutôt que d'acheter un truc qui vient on ne sait pas où, etc. C'est compliqué, on ne parle pas du fruit Donc et légumes. l'achat est politique. Enfin, moi je le vois toujours comme ça. Le consommateur, c'est un acte politique à chaque fois qu'il sort 1 euro de sa poche. Mais tout le monde ne peut pas se le permettre, on vous dira ça. Ouais, c'est ça. On dira à l'artisanat, moi j'achète ma baguette à 29 centimes, parce que je touche 1 300 €. Ouais, mais le jour où il n'y aura plus de baguettes, vous croyez qu'ils continueront à les laisser à 29 ou? Je sais pas. J'en sais rien. Moi, je veux dire, à un moment donné, là on commence, si tu veux, il y a un phénomène qui a commencé il y a bien longtemps, prends les libraires. À un moment donné, il n'y avait plus un endroit où on pouvait acheter un bouquin. Tout le monde avait fermé. Là, je commence à revoir des bouquinistes un peu partout. Merci le confinement, peut-être. Confinement, et puis peut-être que les gens, finalement, ils en ont marre de ces géants comme Amazon, ils ont peut-être envie d'avoir du contact, du conseil. Pas 100% des gens, mais une minorité qui fait que la niche peut fonctionner. Voilà, mais Amazon, c'est génial. Hein. Netflix, c'est extraordinaire. Un peu de bière dans le frigo, et on sort plus de chez soi, quoi. C'est compliqué parce que, enfin bon, ça commence à faire discussion de bistrot, mais c'est pas grave. J'ai voulu acheter un produit dans un centre de hi-fi, boulanger pour pas le nommer. Bon, ça boulanger, ça aurait pu être un autre. Et puis je me suis vu attendre des plombes dans un centre énorme avec un seul vendeur qui était tout seul, quoi. Parce qu'on n'embauche peut-être plus en fait. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient même pas le matériel en fait. Et que si on voulait le commander, il y en avait pour des semaines pour que ça arrive. Et c'est sûr que quand c'est moins cher sur Amazon et que c'est livré le lendemain matin, qu'est-ce qu'on fait là? Oui, enfin, boulanger livre aussi. Oui, mais quand il faut attendre 5 semaines ou ça peut être le lendemain, c'est compliqué. Parce que je me dis, si je mets ma pièce, en même temps, ça va peut-être nourrir un Français, c'est vrai. Mais je ne sais pas si on mesure la conséquence de l'acte politique à travers l'achat. Nourrir un Français, ça va payer sa TVA en France. Ça va payer ses charges en France. Mais pourquoi je paierais plus cher si j'ai pas une plus-value? Ouais. Alors dans ce cas-là, pourquoi on a une sécurité sociale? Ben, pourquoi on a des ascétiques? Pourquoi on a des APL? Et je pense qu'on en arrive justement précisément au sujet au fond, la question de l'individualisme. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde en arrive à se dire, c'est pas grave, je vais me débrouiller moi-même. Ouais. Mais moi, je crois pas que l'être humain soit comme ça au fond. Je crois qu'on vit tous des périodes compliquées. Certaines personnes vraiment sont dans des situations compliquées, même chez les artisans, mais on n'est pas individualiste en fait. Je crois pas. Je crois qu'on ne se parle pas. En fait, la vérité, c'est ça. On ne se parle pas. Nous, nos chambres de métier, moi, si je reviens sur la chambre de métier, moi, je suis là pour parler aux gens. Voilà. Et pour essayer de régler les soucis quand il y en a. Et je fais ça toute la journée. Et les grands groupes, vous les invitez ou pas? Moi, je les invite, les grands groupes. Parce que c'est bien de se parler entre soi, mais il faut parler aussi au monde d'à côté. Oui, mais le monde d'à côté est assez autosuffisant quand même. Ouais. Hein. Le monde d'à côté est assez autosuffisant. On va vous expliquer quoi? On va vous dire, mais si les gens viennent chez nous, c'est parce que vous n'êtes pas bon chez vous. Hein, souvent, c'est un peu ça, hein, quand même, qu'on laisse entendre. Ou que nous, on est capable de vendre moins cher. Ou que nous... C'est un peu compliqué. Je ne suis pas persuadé qu'on ne puisse pas parler. Je pense qu'il faut arrêter l'effet de communication. On est toujours dans l'incantation. C'est-à-dire quand on a acheté 40 kilos de pommes à l'agriculteur d'à côté, on a l'impression d'avoir fait son job. C'est ça qu'on voit beaucoup. Les franchisés, souvent les indépendants, dans la grande distribution, font beaucoup mieux leur travail que les grands groupes. Système U, Inter, vont souvent aller chercher le produit à côté. Ouais. Même Leclerc le fait, parce qu'il ne faut pas rigoler. Mais après, sur des grosses quantités, mais c'est de la consommation franco-française, ça. Hein, quand on va aux États-Unis, des supermarchés de 3000, 19 000 m², il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Quand on vend des places dans les pays, les gens ils ne fonctionnent pas comme ça. Nous, c'est notre typologie à nous. Ok. Mais demain, quand il va falloir le prix de l'essence aujourd'hui, il vaut mieux trouver les choses en bas de chez soi. Le peu de temps de vie qu'on a, il vaut mieux trouver les choses en bas de chez soi. Et après, peut-être que pour les gros achats, bien sûr qu'il faut se servir de ces gens-là, parce que la lessive, ça reste de la lessive. Hein, le café, ça reste du café. Voilà, donc à un moment donné, si vous achetez du Lavazza, que vous l'achetez en bas de chez vous, ou que vous l'achetez dans un supermarché un peu plus loin, et d'ailleurs, vous le voyez, les supermarchés, les 300, 400, 500 m², les Carrefour Contact, les Carrefour City, les Intermarchés Contact, les Intermarchés, tout ça, ça tourne bien aussi. Ouais.
Il y a une consommation pour ça. Je pense que l'un est viable avec l'autre. Là où c'est pas viable, c'est quand un a plus de règles que l'autre. C'est ça qui est compliqué. Voilà. Quand on prend les boulangers pâtissiers, on leur dit vous êtes obligé de fermer un jour par semaine, mais la grande distribution qui fait du pain 7 jours sur 7, on leur dit pas vous n'êtes pas obligé vous. Un peu comme au confinement, il y avait des règles qui étaient complètement dingues, qui créaient une injustice et de la colère en fait. Moi j'étais hyper heureux hyper heureux. Je me reprends. Pendant la période du Covid, j'ai vu un élan que je n'avais pas vu, ça faisait depuis que j'étais minot. Quoi. Vous voyez, en gros, les boulangers pâtissiers, on était métiers utiles. Métier utile, ça veut dire qu'on avait droit à rien. Hein. C'est ça que ça voulait dire en français, hein. On avait droit à rien en fait. Voilà. On n'avait même pas droit au masque, nous, parce que personne ne s'est posé la question de savoir si on avait des masques ou pas. Hein. Non. Bon, on a travaillé, les gens sont revenus dans les côtés artisanal. Voilà, il s'est passé un engouement vraiment vers les métiers de proximité qui était très important. Et c'était vraiment sympa, franchement, parce que là on avait du contact avec le client, on avait de la vue, voilà. Et là, avec toutes ces crises enchaînées les unes après les autres, parce que c'est ce qui fait le changement de consommation des gens aussi. Hein. Quand les gens, il leur reste 200 € pour vivre à la fin du mois, je comprends qu'on fasse l'économie hein, et qu'on fasse l'impasse. Hein. Après, on n'est pas fou, quoi. Hein. C'est sûr que s'il me reste 200 balles et que le pain me coûte 27 centimes, que chez mon boulanger coûte 1,30 €, eh bien, c'est des choix qu'il faut que je fasse pour nourrir ma famille. Et ça, c'est normal de le faire. Voilà. Mais ça veut dire qu'il nous manque donc une vision. On est toujours pareil. Quelle est la vision ? Alors justement, très bonne question. Donc on te donne les clés, on te dit bah tu sais quoi, on t'a entendu à Où va le monde, t'as une grande gueule, donc on va te donner les clés de cette partie-là, au niveau du gouvernement. Qu'est-ce que tu fais alors ? Qu'est-ce que tu auras envie de proposer ? Je pense que si tu veux... Quoi ça ressemblerait concrètement ? Les élus déjà, il faut quand même positionner les choses. Les élus, c'est un élu. Il a été élu dans l'urne, d'accord ? Pour des idées. Et il est censé aider le peuple. Derrière, on a des hauts fonctionnaires qui sont là pour rédiger tout ça. Hein, parce que l'élu ne rédige pas généralement, hein. C'est le haut fonctionnaire qui rédige. Ok, il faut s'entourer. Il faut faire en sorte de ne pas avoir de trou dans la raquette. C'est-à-dire que souvent les choses sont faites au départ d'un bon sentiment et sont transformées à la fin en plus grand chose. Ouais. Hein. Donc consulter à tout va, ça ne fait pas prendre de décision. Par contre, il y a des gens, des sachants, des gens de terrain, des gens qui vont peut-être dire le petit truc qu'on n'y avait pas pensé, qu'on va dire ouais mais c'est ridicule, mais c'est pas ridicule dans la vie de tous les jours. Ouais. Regardez pour l'énergie, les trous dans la raquette, on en a bouché plein. On en a bouché plein. On a bien eu besoin de nous à ce moment-là, on s'est bien servi de nous, entre guillemets, et on a donné tout ce qu'on avait gratuitement pour dire ce qu'il fallait rajouter. On l'a fait. On a des gens qui sont intelligents. Moi, je travaille beaucoup avec la DGFIP à Marseille, avec Catherine Brigand pour pas la nommer. Je vous promets que vous avez quelqu'un en face de vous d'hyper intelligent. Et quand je l'appelle ou que j'appelle ses assistants, et que je leur dis se passe là, c'est un tel problème, voilà, on trouve tout de suite les réseaux. Il y a vraiment des gens de bonne volonté qui travaillent très bien. La question, c'est est-ce qu'on a besoin d'autant d'élus ? Et est-ce qu'on n'a pas besoin de plus de hauts fonctionnaires ? Je dis, là, je fais la guerre. Mais à un moment donné, est-ce que c'est pas ça ? Est-ce qu'à un moment donné, un élu, il n'est pas là pour s'entourer correctement ? Ouais. Il lui manquerait ça peut-être. Peut-être ça, hein, parce qu'on ne peut pas mélanger les TPE, PME et les grandes entreprises. C'est pas possible. Voilà. Quand il y en a qui te parlent de la semaine à 4 jours, nous on est encore à la semaine à 6 jours. Vous comprenez bien que le fonctionnement... Pourquoi ça continue d'ailleurs ça ? Pourquoi on met ça au même niveau alors ? Simplement pour être plus loyal aux grandes entreprises ? Ouais, je sais pas. Je sais pas. La seule chose que je sais, moi, c'est que quand il y a eu... Ce traitement injuste, il n'a pas de sens. Moi, je ne manipule pas la langue de bois, mais dans tout ce que je fonctionne, quand il y a eu le problème d'énergie, il n'y a que ceux qui défendaient le TPE, PME qui se sont soulevés. Hein. Moi, les grandes confédérations de grands patrons, je ne les ai pas entendus. Donc je pense qu'ils négocient différemment, avec d'autres personnes, et tant mieux pour eux. Mais si on pouvait négocier pour tout le monde, ça serait pas plus sympa ? Ça serait plus cool, non ? C'est un peu vertueux ce que je dis, hein, mais c'est juste de la bonne volonté en fait. C'est juste de la bienveillance. Ça, c'est de la bienveillance. Voilà. C'est être capable, à un moment donné, de tenir compte qu'on est dans un domaine où on a tous besoin des uns des autres. Et que si on travaille tous les uns pour les autres, en gardant notre partie d'argent à nous, hein, mais on ne peut pas faire que de je prends tout et je donne rien. Ouais. Enfin, ça marche, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je prends tout, je donne rien, ça ne marche pas. Ça marche, ça donne le monde qu'on a aujourd'hui. Daniel Salang, je vais sur la dernière question justement, et je pense que la réponse va être pas mal. Alors, selon toi, où va le monde alors ? Le monde est aujourd'hui, si on prend la photographie à l'instant T, on est dans un monde où il y a plus d'ombre que de lumière. La seule chose, c'est que l'être humain s'est toujours relevé de tout. On va le faire. Ça va être dans la douleur sûrement. Il va y avoir des sacrifices.
Nos dirigeants doivent s'entourer de gens compétents. Ça, c'est une réalité, avec une vraie vision. Et on va s'en sortir. Parce que si demain, on décide, ville par ville, de revenir comme au Moyen-Âge, de dire, eh bien, Marseille ne dépend que de Marseille, on s'en sortira. Vous voyez ? Être tous ensemble, ça doit permettre d'être plus forts et d'avoir une cohésion nationale beaucoup plus importante. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. On reste la région PACA, et vous verrez, on aura des agricultures, on aura des gens qui vont faire des vêtements, on va développer des pans d'industrie, des pans d'artisanat qui vont faire que demain, la région vivra bien. Est-ce que d'autres le vivront bien? Je ne sais pas. Donc, être unifié, comme on l'est, je parle de France, je ne vais pas parler d'Europe encore, on n'a pas le temps, mais juste la France, c'est prendre les bonnes décisions pour de la première personne à la dernière personne. Et que les premiers de cordée, comme certains disent, doivent largement, mais très largement, participer au fait que le dernier de cordée aille bien. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Merci pour toutes ces réponses. C'était dynamique et puis je crois que ça va interpeller certaines personnes, c'est parfait. Écoutez, merci beaucoup, merci à vous en tout cas.